Gambetta, acteur historique et coopératif du logement social et de l'accession abordable. Bonjour Norbert. Bonjour Marc. Alors d'abord, comment décririez-vous la crise du logement neuf que traverse actuellement la France? Qu'est-ce qui coince? Malheureusement, un peu tout. On parle aujourd'hui de crise multifactorielle. J'aime pas bien le terme, mais c'est le terme qui est utilisé. C'est une succession. On a eu d'abord un problème d'offre, de quantité de logements qu'on pouvait offrir. Après, on a eu un problème de demande, notamment avec la hausse des taux et la hausse des coûts de matériaux. Donc ça, c'est 2022-2023. Donc un marché qui s'est totalement grippé, manque d'offres, des demandes pas finançables et un gouvernement qui prend une série de mesures contre-productives, contre-cycliques sur le logement. Et donc on arrive à un marché grippé, le pire marché immobilier depuis 1954. Oui, pour ça que dans le mot grippé, on ne sait pas si c'est de la mécanique ou de la maladie. Mais je pense que ce qui est important à reconnaître, c'est qu'on est dans une crise qui ressemble à celle de l'après-guerre sur le non-logement. Sur le non-logement, c'est ça. On n'est plus dans le mal logement, on a dépassé ça. Et donc voilà. C'est la situation actuelle. Alors justement, on parle souvent de causes conjoncturelles, mais selon vous, quelles sont les vraies causes structurelles de ce blocage qui semble durer? C'est une vraie bonne question parce qu'on ne partage pas les raisons. Alors quand je dis on, les familles de fédérations professionnelles, on est alignés, on manque de logements en France. On construit pas assez depuis des années, on ne renouvelle pas assez le parc, on n'accepte pas de démolir des logements anciens qui n'ont plus d'utilité aujourd'hui. En 2017-2018, je faisais déjà des émissions immobilières et on me disait attention, il manque au moins 1 million de logements en France. Exactement. Et on ne en produit 2017. pas. Alors à l'époque, on produisait encore plus de 400 000 logements. Et on disait qu'il fallait produire 500 000 logements. Oui. Mais ça, c'est les professionnels. Et vous en faites partie, Marc. Et puis l'administration et une partie des politiques qui considèrent qu'on construit trop de logements et qu'il y a suffisamment de logements en France pour accueillir la population actuelle et future. On est en train de vivre un mauvais moment et tout ça va passer parce que la population va décroître, moins de natalité, une population vieillissante. Et donc d'ici 2030-2035, la situation va s'améliorer. Je ne partage pas, vous imaginez bien Marc, ce point de vue-là. Moi, je pense qu'au contraire, la situation va se détériorer parce qu'on aura naturellement besoin de plus de logements et il faut considérer qu'il y a pas mal de logements dans la diagonale du vide. Je fais ce geste-là entre l'est de la France et le sud-ouest. Et puis, on a une donnée que peu de personnes prennent en compte, c'est les réfugiés climatiques. Et on a connu un mois de juin très chaud. On sait que la ceinture équatoriale est malheureusement amené à plus ou moins long terme à devenir invivable. Et donc, il y a quelques centaines de millions de personnes qu'il faudra accueillir ailleurs. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus d'Européens du Sud monter au-delà Vous avez raison. Du nord de la France et qui commencent à investir dans ces régions-là. Alors, le gouvernement a annoncé un allègement des délais de vente, des délais de validité des permis de construire. Est-ce que c'est un signal utile ou un placebo? Non, c'est une très bonne mesure. Et puis en ce moment, on a besoin de ces mesures-là. C'est le ministre qui signe un décret, donc c'est rapide, c'est efficace. Vous savez, on est aussi sur des lois, des sujets fiscaux, un nouveau statut du bailleur. On sait que ça va dépendre de Bercy, on sait que ça va dépendre de l'Assemblée nationale. Donc on va avoir un deuxième semestre assez compliqué sur la loi de finances et donc beaucoup d'incertitudes. Un décret qui proroge automatiquement les permis, c'est une certitude. C'est en fait la plupart des permis qu'on a obtenus en 2022, 2023. Aujourd'hui, on n'arrive pas à les mettre en œuvre. On n'arrive pas à les mettre, c'est ça. On revient sur le sujet d'offres et de demande qu'on évoquait tout à l'heure, Marc. Et donc, de donner encore 2 ans de validité, ça nous donne le délai d'espérer que le marché reparte, mais surtout de renégocier avec le propriétaire foncier les conditions de sortie. Et quand je dis ça d'une façon très cash, c'est renégocier le prix des terrains à la baisse pour permettre la réalisation de ces permis de construire. Non, mais on parle du deuxième semestre 2025, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'au premier trimestre 2026, on a des échéances électorales qui vont arriver. Ça vous fait peur? C'est municipal de 2026. Elles sont déjà anticipées dans la tête des élus. Donc déjà, l'obtention d'un permis de construire aujourd'hui est devenue compliquée. Ouais, d'accord. Donc il y a certains élus qui veulent accélérer et ils sont peu nombreux. Et puis il y a d'autres qui disent attendez, on fait une pause, on se reverra après les municipales. Alors on espère que ça soit la même équipe qui soit reconduite. Si c'est ça votre question. Oui et non. Mais la question c'est plutôt est-ce que le logement va enfin devenir une priorité des campagnes de 2026?
Alors, on revient... Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, j'espère. Et après, il y a eu le Salon des maires d'Île-de-France qui s'est tenu récemment. Oui. Et aucune table ronde sur le logement. Non, aucune. Ah ouais. Alors, ma réponse qu'on m'a faite, parce qu'effectivement, j'ai pu le porter ce discours-là sur LinkedIn, c'est oui, mais le logement, c'est dans tout. Alors, c'est bien que ça soit dans tout, mais autant le mettre devant à ce moment-là, oui, et autant l'aborder en premier. Aussi, et à la limite. Exactement. Et ça a été abordé. Ouais. Parce que la sécurité dans le logement, c'est aussi intimement lié. Ah bah, construire. Dans le logement, on gère la sécurité, le pouvoir d'achat, la ville, l'ambiance des quartiers. Et c'est le premier budget. Je refais la déco de ma chambre avec Temu, donc c'est parti. Avant, après, vous allez voir, vous allez être choqués. Je commence déjà par installer une lumière d'ambiance. Des Français. Des Français. On est tout à fait d'accord. Et donc, j'ai peur que effectivement ça soit à nouveau esquivé, parce que on vient de le voir à la MIF en Île-de-France, ça l'a été. Si ça l'est à nouveau, il va falloir attendre la nouvelle échéance électorale qui est les présidentielles et qui sont les législatives derrière, et qu'on ait peut-être un président de la République, si les maires ne le font pas, comme Nicolas Sarkozy l'a fait en 2007, à l'époque, qui porte un discours sur l'immobilier et qui croit en l'immobilier. Sur le logement. Sur l'immobilier et sur le logement, effectivement, en particulier. Mais rappelons que l'immobilier, c'est franco-français, que c'est un créateur de richesse, que c'est fait par des entreprises françaises pour des Français. En France, il n'y a pas d'importation de Chine, il n'y a pas de droit de douane de Donald Trump. Donc, c'est un vrai vecteur de richesse. J'espère que les maires ne l'oublieront pas, et s'ils le font, peut-être qu'on leur rappellera. De toute façon, Norbert, vous reviendrez l'année prochaine, puisqu'on va mettre vraiment le focus sur les municipales 2026, et on va essayer de faire à notre petit niveau, essayer de porter le logement comme un des enjeux des municipales 2026. Les petites rivières font des fleuves. Si vous deviez retenir 2 à 3 mesures prioritaires pour relancer concrètement la construction, lesquelles seraient-elles? On a le statut du bailleur privé. Très clairement, c'est comment on fait revenir les investisseurs dans l'immobilier, dans le logement. Donc ça, c'est un sujet général, et le statut de bailleur privé peut en être une opportunité. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut des permis de construire, et donc on revient sur ce que vous disiez, Marc. Il faut libérer les autorisations de construire. Vous savez, quand on rentre dans un bureau d'un élu et qu'on a un permis qui fait 100 logements, je prends l'exemple de 100 logements, quand on ressort du bureau, soit, si on a de la chance, on a encore un projet, mais le projet, il a baissé de 40 logements. On a perdu 40%. Et la troisième chose, c'est arrêter les normes, arrêter la surenchère de normes. On a une réglementation énergétique qui date de 2020. Elle est parfaite, une des meilleures du monde. On est passé au seuil 25. On est déjà en train d'imaginer le seuil 28. Puis après 2032, ça suffit. Mais vous avez de l'expérience comme moi. Hein. À chaque fois qu'on nous annonce une simplification des normes, on s'inquiète déjà parce qu'on sait que ça va être encore plus compliqué. Oui, mais à un moment, on peut se dire, ok, on a pris des décisions à un moment donné, le personnel politique. En 2017, quand on prend ces décisions de 2017 à 2020, les taux sont à 1, tout va bien, on fait 400 000 logements, il y a une croissance en France, parfait. Et puis les taux explosent, il y a plus de croissance économique, la France se surendette. On peut se dire, on n'a pas pris les bonnes décisions, ou on pensait qu'elles étaient bonnes, maintenant c'est plus les mêmes, et on change, et on revient en arrière. C'est pas grave de faire ça en tant que chef d'entreprise. Vous et moi, on est amenés à le faire. On peut imaginer que le personnel politique le fasse aussi. Face à ce contexte difficile, comment un groupe comme le vôtre, il ajuste sa stratégie, notamment en matière d'offres d'accession et de locatif social? Alors, on a d'abord ajusté la taille de l'entreprise, parce qu'il a fallu acter que le volume de logements fabriqués en France allait baisser de 30 à 40%. Donc, on a baissé le coût de l'entreprise. C'était le travail de l'année dernière. On est revenu sur nos fondamentaux, parce que vous l'avez rappelé, Marc, vous avez eu la gentillesse de le faire. Le groupe Gambetta est une coopérative, et c'est une coopérative HLM. Donc, on a la chance d'avoir comme cœur d'activité l'accession à la propriété. Et l'accession à la propriété, c'est vraiment le socle de désir, de besoin des Français. Et donc, on se relance à fond dans ce segment d'activité, aussi bien en zone tendue, sans dispositif particulier, ou grâce à des dispositifs comme le bail réel solidaire. Justement, dont vous êtes l'un des pionniers. Exactement. On a déjà un organisme foncier solidaire dans le groupe, donc ce sont ces organismes qui permettent de porter les terrains sur 99 ans grâce à un prêt de la Caisse des dépôts. Donc en fait, vous arrivez à amortir le coût du terrain, qui fait 20 à 25% du prix d'un appartement. On va avoir un deuxième OFS à Tours. Ce sont des dispositifs qui bénéficient aussi d'une TVA réduite. Et donc, vous avez, grâce à ça, vous pouvez devenir propriétaire de votre logement pour un loyer. Donc, c'est ça qui est fondamental et formidable dans ce dispositif. Norbert, ce bail réel solidaire, c'est un levier